Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, Monsieur Dezézé. Bonjour, Landry Parkouda. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour, Herman Kwasi. Bonjour, Sarah. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? D'accord. Ça va très bien, merci. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver ce soir. Vraiment, pour cette session vraiment de qualité et pour laquelle nous avons beaucoup d'attentes. Cette conférence 3 sur la thématique concept de business angel, quel modèle pour l'Afrique? Vraiment, le panel est un panel de choix. Et donc, moi, je vais m'effacer pour laisser donc la parole à Herman Kwasi, qui est donc notre modérateur de ce soir. Herman, par contre, on aimerait bien voir une belle image de toi. Mais, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, merci, merci. Philippe, on ne vous voit pas pour l'instant. Oui, c'est bizarre. Vous m'entendez déjà? On vous entend bien, mais on ne vous voit pas. Landry également, on ne vous voit pas. Donc, ce soir, c'est un panel qui est masculin, mais avec de très belles contributions. Et je pense qu'on va faire bouger quand même pas mal de choses. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole donc à Herman. Juste avant de commencer, avant que la vidéo vienne, j'aimerais beaucoup saluer Monsieur Zézé, que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer pour l'instant à Abidjan. J'apprécie vraiment ce que vous faites. Justement, j'espère pouvoir vous rencontrer très bientôt. Je connais Mohamed qui travaille avec vous. Et puis voilà, j'espère qu'on va se rencontrer très bientôt à Abidjan en tout cas. Merci infiniment. Écoutez, ça me touche vraiment ce que vous dites. C'est avec grand plaisir, hein. Je suis là, je suis disponible, je suis prêt à vous recevoir quand vous voulez. Passez-moi juste un coup de fil et puis on organise ça. Okay? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pareil que M. Genesis, hein, Monsieur Zézé, ce sera, j'espère, la prochaine fois la bonne quand je serai à Abidjan. Ça fait 2 fois qu'on ne parvient pas à savoir. D'accord, écoutez, vous savez, généralement, c'est peut-être que je ne suis pas sur place, mais quand je suis sur place, il n'y a vraiment aucun problème. Vous avez juste qu'à m'envoyer un message ou me faire signe et je vous indiquerai où me retrouver. Merci beaucoup. Merci. J'en profite aussi pour dire vraiment, répéter mes remerciements à M. Zézé, hein, parce qu'il a eu beaucoup de patience avec moi et vraiment, il a accepté de parrainer donc, notre événement et d'être là pour cette conférence. Vraiment, M. Zézé, un grand merci. Merci, Sarah. Ben, vous aussi, vous avez été très patiente avec moi parce que vous avez tenté plusieurs fois de me joindre, vous n'avez pas pu, vous n'êtes pas découragé. Ben, moi aussi, je vous remercie d'avoir insisté. Merci beaucoup. Alors, Herman, c'est bon pour toi maintenant? Ok, d'accord. Merci, Sarah. Mais je pense que la vidéo de Philippe n'est pas encore accessible. Donc, je ne sais pas si c'est à votre niveau. Donc, nous, on va y aller. Donc, merci beaucoup, Sarah, pour l'opportunité, une fois de plus, que tu me donnes en étant le modérateur de cette séance avec ce parterre de personnalités. Et merci surtout aussi pour le thème et pour, je pense, la qualité aussi des intervenants qui seront autour de cette table-là et surtout des personnalités qui ne sont plus à montrer, en l'occurrence M. Zézé Stanislav de Bloomfield qui est avec nous, Philippe Simo qui est avec nous, Genesis de Coliba et Landry qui est aussi avec nous. Donc, c'est un honneur pour moi véritablement de pouvoir modérer cette table ronde. Donc, avant de pouvoir justement rentrer dans le cœur du sujet, puisqu'aujourd'hui, on va parler de Business Angel, on va parler de financement des PME, des TPE, des startups africaines, sachant que depuis un certain moment, l'entrepreneuriat en Afrique aujourd'hui est à la face, ou du moins est à la table de tous les chefs d'État. On parle d'entrepreneuriat dans tous les grands colloques, dans tous les séminaires. Et aussi, on parle justement de ce financement des PME, des TPE africaines qui ont toujours du mal à se faire financer, qui ont toujours du mal à trouver des mécanismes de financement. Et même quand ces mécanismes de financement existent,
il y a beaucoup de nos PME, de nos startups qui restent inéligibles encore à ces sources de financement-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'à travers ce webinaire, on a des spécialistes qui pourront justement nous éclairer sur ces sujets. Et aujourd'hui, il y a quand même un fait que moi j'ai noté, en fait, qui est une étude de la Banque mondiale qui dans son rapport paru en 2019, qui dit qu'en 2019, on a eu la diaspora africaine qui a eu à envoyer à destination du continent 85,2 milliards de dollars. Donc, je me suis posé une question. Donc, comment pouvons-nous mettre en place des mécanismes pour capter ces flux financiers? Une autre question, est-ce qu'il y a des réflexions que nous pouvons mener pour inciter la diaspora ou les populations locales à constituer une épargne pour investir dans nos entreprises locales? Comment pouvons-nous rendre possible les entrepreneurs face au respect de leurs engagements financiers? Donc, voilà autant de sujets, autant de questions que nous aurons à débattre pendant ce webinaire qui va durer 1h15. Donc, j'ai avec moi, tout à l'heure on le disait, j'ai avec moi des personnalités qui ne sont pas à démontrer. Donc, je vais commencer par M. Stanislas Zézé, qui reste, malgré aujourd'hui tout le succès qu'il a, très humble. Donc, une petite biographie de M. Zézé, qui est diplômé de l'Université de Michigan, où il a obtenu un MBA, et également de droit des affaires de l'Université de Nantes en France. Donc, il a une très riche expérience en gestion des risques financiers et opérationnels acquise dans des institutions de renom telles que la Banque mondiale à Washington en qualité de senior risk analyst. Il a aussi travaillé à la Banque africaine de développement en qualité de senior country credit officer et à Shell Oil Product Africa en qualité de directeur régional de risque crédit pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, il a fondé en 2007 la première agence de notation financière de l'Afrique francophone, Bloomfield Investment Corporation. Il a contribué de manière significative aux négociations du marché financier de l'UEMOA qui ont abouti à l'introduction de la notation financière obligatoire sur les marchés de capitaux. En avril 2016, il a fait la couverture du magazine Forbes Afrique et en décembre 2018, il reçoit le prix du meilleur financier de l'année par le Financial Afrique, le leader de l'information financière en Afrique. Il est décoré officier de l'Ordre national par la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire en août 2019. Donc voilà un peu la biographie de M. Zézé qui sera aujourd'hui avec nous. Donc bienvenue M. Zézé et merci pour votre présence. Merci infiniment pour cette présentation. Merci. D'accord, ok. Donc après M. Zézé, je passe à la bio de Philippe Simo. Donc Philippe Simo qui aujourd'hui est connu à travers ses vidéos et son engouement pour cette diaspora et justement aussi ces personnes qui souhaitent investir. Donc Philippe Simo, après avoir travaillé pendant 8 ans comme consultant industriel, a créé Investir au pays pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement de la diaspora là où elle se trouve, mais aussi en destination de l'Afrique. Pour cela, il travaille avec des équipes qu'il forme à divers métiers, donc du business en ligne, de l'immobilier, mais aussi de l'agriculture. Donc, Philippe Simo a quitté le Cameroun après son DEIT pour poursuivre ses études en France. Il sera par la suite diplômé en ingénierie industrielle à l'Université de technologie de Troyes en 2010. Il travaille tour à tour pour des grands groupes mondiaux comme Sofrégaz, Eiffage, Alstom, Sapiem, Engie et Areva. En 2018, il quitte son emploi chez Areva pour lancer son entreprise Investir au pays. Un choix risqué, mais l'entrepreneur qui était déjà actif dans le secteur de l'immobilier en Afrique a fait Afrique à foi dans son projet. Donc, il lance sa chaîne YouTube en mars 2018 et aujourd'hui, c'est plus de 280 000 abonnés, près de 400 vidéos, 1 million de vues chaque mois. Bonjour, M. Philippe Simo, et bienvenue parmi nous. Bonjour et merci pour la flatteuse présentation. J'ai avec nous aussi un autre entrepreneur, M. Landry Parkouda, donc lui qui est passionné d'entrepreneuriat, diplômé de Paris-Dauphine en sciences de gestion. Il a travaillé pendant 7 ans chez Price Coopers en tant qu'audit financier, puis audit interne et gestion des risques. Cofondateur, conseiller stratégique et ex-CEO
de Fort Invest, société de financement et de conseil aux entrepreneurs active au Burkina Faso, France et Canada. Il pilote des activités du Fonds d'investissement investisseurs et partenaires, donc IEP, pour la zone Burkina Faso, Mali, Niger. Business Angel dans plusieurs startups et PME au Burkina. Donc, bonjour Landry et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Heureux de faire partie de ce panel de grande qualité. Merci. D'accord. Et enfin, je m'adresse maintenant à Genesis, qui est cofondateur et CEO de Coliba. Donc, Genesis est diplômé d'un master en ingénierie des affaires à Paris Tech. Donc, auparavant, il a travaillé en tant que business developer dans une société d'énergie et de logiciels, puis en tant que consultant en gestion de projets avant l'aventure Coliba. Donc, ça fait 4 ans maintenant que Coliba est une start-up qui se développe dans tout ce qui est recyclage en Côte d'Ivoire et qui ont levé des fonds il n'y a pas longtemps et qui ont lancé une unité de transformation en Côte d'Ivoire. Donc, bonjour Genesis et bienvenue parmi nous. Merci pour ce panel et très heureux d'être avec vous. D'accord, ok. En tout cas, merci à tous. Et puis, je pense qu'on va commencer un peu notre panel. Mais je souhaiterais en 1 minute, voilà, je sais que je vous ai présenté votre bio, mais ce serait quand même intéressant pour l'ensemble des personnes qui nous suivent de pouvoir présenter vos différentes entreprises en 1 minute et aussi, si vous avez des initiatives que vous partagez, de pouvoir en parler rapidement en 1 minute avant qu'on ne puisse rentrer même dans le cœur de notre sujet. Donc, sur ce, je veux bien laisser la parole à M. Stanislas Zézé de Bloomfield Investissement. OK, merci infiniment, Herman. Je vais essayer de faire rapidement parce que je pense que ces discussions vont être très intéressantes, donc il faut qu'on ait beaucoup de temps. Nous sommes une agence de notation financière, donc évidemment, notre objectif est d'établir ce qu'on appelle la qualité des crédits des emprunteurs, donc leur capacité et leur volonté à rembourser. Nous notons les entreprises publiques, privées, des collectivités locales, des institutions financières, des souverains. Ces derniers temps, notre gros projet, c'est justement la notation de tous les souverains africains. Nous avons commencé, aujourd'hui, nous notons 7 souverains, dont 7 souverains sur les 54. C'est un processus, évidemment, qui est en marche depuis quelques années. Et nous espérons, d'ici 5 ans, de couvrir tout le continent. Et dans cette logique de se préparer à un redressement économique post-Covid-19, la notation financière devient un outil fondamental pour justement permettre de développer nos capitaux sur le marché panafricain, de sorte à ce que les ressources qui développeront l'Afrique doivent être des ressources qui soient levées sur le continent. Au moins, on est sûr que ces ressources-là, on a la possibilité de les accéder. Et notre notation se fait en monnaie locale, contrairement aux agents de notation internationale qui font leur notation en devises étrangères. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup, Stan. Genesis, je ne sais pas si tu peux nous présenter rapidement Coliba en 1 minute et nous dire ce que vous faites. Oui, Coliba, depuis 2017, nous collectons et nous recyclons les déchets plastiques à Abidjan. Le constat est assez évident, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, la gestion des déchets est une problématique majeure. Et en plus, avec l'augmentation de la population, on voit que ce sujet-là est de plus en plus intéressant. Et nous, depuis Abidjan, nous sommes une trentaine aujourd'hui chez Coliba. Une trentaine de personnes, dont plus de la moitié sont des femmes. Nous avons une usine de recyclage qui est fonctionnelle. Nous travaillons avec pas mal de structures à Abidjan. Et nous, notre volonté à partir de l'année prochaine, c'est de mettre en place une usine maintenant capable de traiter jusqu'à 15 000 tonnes de déchets plastiques annuels et augmenter considérablement l'équipe. On parle d'atteindre 200 personnes d'ici la fin de l'année prochaine et aussi aujourd'hui voir pour d'autres marchés africains que nous avons également évalués. Du coup, je pense que là, ça va être beaucoup de travail
dans les mois, dans les semaines à venir. Mais on aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Génésis, et puis en tout cas, beaucoup de courage parce que moi, j'ai vu en tout cas les débuts de Coliba et félicitations. Effectivement, comme tu le dis, on pourra en débattre tout à l'heure pour voir un peu le parcours de Coliba. Donc, on va s'adresser maintenant à Landry qui va peut-être nous présenter un peu Force Invest et puis nous dire un mot en 1 minute, Landry. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Force Investment, en réalité, on l'a créé il y a 5 ans et elle rejoint parfaitement le thème d'aujourd'hui parce que nous étions 4 à la création. Nous avons essayé de regrouper au sein d'une société une quarantaine de business angels. Donc, en fait, Force Investment, c'est ça, c'est une société de business angels en réalité, dont le but est de mettre à la disposition des entrepreneurs africains qui sont à la fois au Burkina, en France et au Canada, des compétences et des ressources financières pour se développer. Donc ça, c'est ma première casquette. Donc je suis cofondateur, j'en fus CEO et aujourd'hui, je reste conseiller stratégique. Et à côté de cela, aujourd'hui, ce qui m'occupe à temps plein, c'est que je pilote les activités d'un fonds d'investissement qui s'appelle Investisseurs et Partenaires, qui se rapproche aussi, donc j'en parle parce que ça se rapproche un peu aussi du thème d'aujourd'hui, c'est que c'est un fonds d'investissement spécialisé dans les PME africaines et qui fait du capital investissement, c'est-à-dire qu'en plus du cash, apporte de l'accompagnement. Donc, c'est comme des business angels, mais sous forme de société. Merci et à très vite. Merci beaucoup, Landry, pour cette belle présentation. Et enfin, on va s'adresser à Philippe pour nous présenter justement Investir au pays. Et puis, en 1 minute aussi, peut-être nous brosser un peu la piste sur laquelle Philippe va nous emmener pendant ce webinaire. Alors oui, effectivement, rapidement, Investir au pays, comme le nom l'indique, hein, c'est une société qui a pour but de promouvoir l'investissement et l'entrepreneuriat de la diaspora africaine sur le continent. Et notre principale mission, c'est d'être une sorte de cabinet qui fait le lien justement entre des porteurs de projets de la diaspora et même des gens qui ont des finances pour pouvoir les aider à réaliser des choses sur le continent. Donc, nous faisons le lien, nous réalisons pour eux des projets de diverses natures. Nous sommes un peu le bras armé justement de ceux et celles qui veulent entreprendre au pays. Et donc, du coup, je crois que dans la thématique d'aujourd'hui, ça va être intéressant d'avoir aussi la vision de la diaspora qui a finalement les finances, comme exprimé en introduction, et qui parfois ne sait pas trop comment investir cet argent-là sur le continent. Merci, merci beaucoup, Philippe. Ben, écoutez, en tout cas, je pense qu'on aura beaucoup d'échanges parce que les différents profils qui sont là sont très complémentaires. Moi, je veux effectivement me tourner vers M. Zézé par rapport à une question, je pense, un peu généraliste, parce que toujours, en fait, selon la Banque mondiale, hein, qui a affirmé que le marché africain compte près de 1 milliard d'habitants et est un marché promoteur qui dispose de 70% des réserves mondiales des matières brutes, des superficies énormes et des réserves en eau très importantes. Mais comment se fait-il qu'avec toute cette richesse-là, le financement de nos PME, de nos startups, même de nos grandes entreprises reste encore problématique? Écoutez, tout ce que vous venez de dire, évidemment, ça c'est les richesses potentielles. Hein, je veux dire, il s'agit à mon sens, il s'agit d'organisation. Je crois que vous avez des pays comme Singapour ou des pays comme l'île Maurice qui ont justement aucune richesse, mais qui finalement se sont organisés pour devenir des pays, pour l'île Maurice plus ou moins riches, et pour Singapour des pays riches. Donc c'est une question d'organisation. Je crois que vous avez dit en introduction, hein, les pays africains, depuis un bon moment, considèrent l'entrepreneuriat comme une solution de développement. Oui, effectivement, c'est une solution de développement, sauf que les politiques publiques qui sont mises en place visant la promotion des entrepreneurs et la promotion des PME
sont généralement pas suivis correctement. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en place des politiques pour remplir, comme on dit en anglais, pour tick les box, pour remplir des requirements. Mais en réalité, sur le terrain, si vous voulez, la volonté politique ne suit pas. Vous avez des structures qu'on crée qui sont généralement, finalement, des structures qui n'ont pas les moyens d'agir. Vous êtes dans des économies où 95% en moyenne du tissu économique est composé de PME. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si l'accompagnement des PME et la structuration des PME et la structuration de l'écosystème des PME est gérée de façon optimale et de façon cohérente, les pays africains devraient être des pays très riches. Sauf que ces PME contribuent entre 18 et 20% de la richesse créée. Donc vous avez 5% d'entreprises, généralement des multinationales étrangères, qui créent 95% de la richesse, et pendant que vous avez 85-15% des PME qui ne créent que finalement 18% de la richesse. Enfin, 80 contre 20. Donc, la vraie problématique de nos pays, c'est comment on structure et on organise l'environnement et l'écosystème des PME. Vous savez, la problématique du financement, on en parlera, est une problématique importante, mais ce n'est pas la problématique la plus importante des PME en Afrique. Parce que quand on parle de financement, il faut que vous ayez des PME déjà qui soient capables d'absorber les financements. Il faut que vous ayez des PME qui soient suffisamment structurées et suffisamment attractives pour attirer des investisseurs également. Donc, la notion d'accompagnement en Afrique, elle est liée avec la notion de financement. Donc, quand on parle d'accompagnement, je préfère parler d'accompagnement des PME et des startups que de financement, parce que l'accompagnement, justement, va inclure tout cet écosystème-là, y compris le financement. Donc, la richesse dont parle la Banque mondiale, c'est une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse qui est, si vous voulez, qui est à la disposition des pays africains dont ils peuvent jouir. Vous prenez un pays comme la RDC, en termes de ressources humaines, ou un pays comme la Guinée, sont des pays extrêmement riches, mais en réalité, sont des pays très pauvres. Donc, juste pour répondre à votre question, il faut sortir de cette dynamique de vous êtes des pays riches, mais en même temps, vous êtes des pays pauvres. Non, c'est comment on s'organise pour justement transformer tout ce potentiel-là de richesse en richesse réelle et opportunité pour les Africains, et comment on contrôle justement cette richesse-là et comment on la transforme. Merci beaucoup, M. Zézé, effectivement, pour cet éclaircissement. Certainement, voilà, vous avez parlé justement d'organisation, mais dans l'organisation, certes, il y a la régulation dont vous venez de parler, mais au-delà même de la régulation, au niveau même, je veux dire, des ressources humaines ou même du profil de ces entrepreneurs-là, est-ce que vous qui travaillez aujourd'hui sur le risque, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement à faire à ce niveau-là? Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment repenser si vous voulez, l'écosystème des PME, repenser l'état d'esprit même des jeunes Africains qui rentrent dans ces entreprises, qui créent ces entreprises, et les entrepreneurs qui ont déjà des PME. Je crois que on a tout à l'heure, je vous parlais de... D'accord, ok. Ça m'emmène effectivement à Landry. Landry, en fait, moi, j'ai une question pour vous. Vous qui avez monté, en fait, une société de business angel, puisque c'est ça le sujet, qui avait monté une société de business angel. Je veux dire, déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à là, et quels ont été, en fait, les pour arriver justement à monter cette structure. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette expérience, surtout que là, M. Zézé a parlé d'environnement. Merci. J'ai entendu la première question, qu'est-ce qui nous a poussé, et ensuite ça a coupé, donc malheureusement, je n'ai pas eu le... Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement? Et puis après, le constat général, lorsque voilà, on parle d'environnement, après pour vous, qu'est-ce qui a été, par exemple, un frein, ou qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Voilà.
Ok, super, merci beaucoup. Ce qui nous a poussé tout simplement, c'est que, en tout cas, nous, les 4 cofondateurs, c'est que individuellement, nous avions essayé de créer des sociétés en étant basés en France ou au Canada ou au Burkina et on a eu pas mal de difficultés. Et nous avons chacun créé et géré. Et en fait, les sociétés ont été fermées. En fait, on a fait faillite. Et, et c'est suivant ce constat d'échec qu'est venue l'idée de créer une société qui rassemblerait en son sein un panel de compétences et un panel de ressources financières capables d'accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est comme ça qu'on s'est levé et qu'on a été un peu frappé aux portes de nos amis, de nos contacts pour leur dire, regardez, aujourd'hui sur le continent, pardon, à la fois localement sur le continent, mais aussi à l'époque quand nous étions encore basés en France et au Canada, parce qu'aujourd'hui moi je suis basé au Burkina, nous avons des entrepreneurs qui ont de belles idées, qui ont la rage de mener à bout leurs idées, mais en face, on rencontre leur principale difficulté en réalité n'est pas de lever des fonds, mais c'est les compétences. C'est d'être bien entouré pour développer leur société. Donc, c'est de là qu'est venu le projet. Maintenant, en réalité, effectivement, on a eu pas mal de difficultés, ne serait-ce même qu'à créer cette société parce que en termes de réglementation, on a fait le tour d'une quinzaine de banques en France avant de pouvoir d'ouvrir un compte voilà, parce qu'en réalité, l'écosystème même déjà en France n'était même pas très favorable à l'émergence de ce genre d'activité. Et au Burkina, aujourd'hui, on rencontre les mêmes difficultés parce que même pour les virements du compte français vers le compte burkinabé et ensuite vers les entreprises, il y a pas mal de contraintes, ne serait-ce qu'au niveau bancaire, pour comprendre les flux et ainsi de suite. Donc, l'environnement aujourd'hui, ne serait-ce qu'administratif, n'est pas adapté à l'activité. D'accord, ok. Je vais m'adresser à Genesis parce que je sais que Coliba a levé il n'y a pas longtemps de l'argent, puisque là aujourd'hui on parle de Business Angel. Est-ce que Genesis, tu peux rapidement effectivement nous dire là quel a été déjà le challenge en fait de Coliba lorsque vous êtes allé dans cette quête de financement là? Quel a été le challenge? Et puis, quels sont les leviers aujourd'hui qui vous ont permis de pouvoir avoir vos premiers financements pour véritablement démarrer votre structure? Merci beaucoup pour la question et je pense que je vais rejoindre un peu mes camarades sur ce point en disant d'abord, pour une entreprise, l'objectif principal, ce n'est pas de lever de l'argent. Je sais que c'est vraiment à la mode, toutes les startups, c'est limite comme si notre efficacité est liée à l'argent que nous avons levé. Et je suis d'accord, en fait, non, justement, je ne suis pas d'accord avec ce principe. C'est bien de parler de financement et je rejoins à 100% ce que M. Zézé disait, c'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord que nous, on travaille il faut d'abord que ça soit l'accompagnement. Et l'accompagnement, en fait, qui doit mener à un changement de mentalité. Un changement de mentalité, finalement, qui va faire en sorte qu'on soit des gens, en fait, compétents. Et quand on est compétent, on sait ce qu'on fait. Un jour ou l'autre, comme on sait, enfin, le problème, ce n'est pas vraiment l'argent. Pour moi, je pense qu'encore une fois, le problème sur le continent africain, ce n'est pas l'argent, mais c'est nous-mêmes, en fait. C'est notre capacité, après, à générer de l'argent. Je pense que c'est ça aussi que tous les investisseurs attendent. C'est ça que nous, les startups, en tout cas avec mon équipe, c'est ça mon exception. Je suis limite obsédé par ça. Pas par le fait d'avoir des financements, c'est juste comment me mettre dans une position où tout le monde va vouloir me financer. En fait, c'est ça mon obsession aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a mené à ça chez Coliba? Je pense que les investisseurs que nous avons rencontrés, ils ont vu ça chez nous. Ils ont vu en fait que nous, on ne voulait pas l'argent pour dire à tout le monde, oui, on a levé de l'argent, voilà, c'est une startup qui a levé tant ou pas levé tant.
on est vraiment focus sur le travail, nous. On veut arriver à atteindre des résultats. On veut faire en sorte que les investisseurs locaux viennent vers nous, que les investisseurs internationaux viennent vers nous. Mais encore une fois, ça, je pense que ça passe par notre travail depuis 4 ans. Quand on a commencé Coliba, honnêtement, on n'a pas commencé Coliba avec beaucoup d'argent. C'était vraiment la volonté de faire quelque chose. On faisait confiance à notre travail. Aujourd'hui, c'est loin d'être abouti. C'est loin d'être ce qu'on veut, où on veut être. Mais je pense qu'on croit vraiment que si on travaille et que c'est uniquement, on peut en fait faire mieux que les autres, mais pas en le disant, mais c'est vraiment en travaillant. En tout cas, je pense que nous, on travaille et c'est ça que les investisseurs voient chez nous et c'est ça qui leur donne un peu de confiance. Et en tout cas, c'est ce que j'aurais à dire vraiment sur… D'accord, ok. D'accord. De toute manière, on reviendra vers vous parce qu'effectivement, dans la manière de parler, je vois effectivement, il y a cet état d'esprit que doit avoir un entrepreneur. Donc, je pense qu'on reviendra justement sur ça. Là, je vais me tourner justement vers Philippe parce que je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la diaspora, on parle je vais dire, de la captation de l'épargne de la diaspora et surtout qu'aujourd'hui même, l'envoi des financements ou l'envoi d'argent des personnes de la diaspora sur le continent aujourd'hui dépasse comment on appelle ça, les IDE et tout ça. Donc aujourd'hui, par rapport à Philippe Simo qui est sur ce créneau-là, quel est pour ces personnes de la diaspora que vous accompagnez, je veux dire que qu'est-ce qui, en un premier temps, captive ou qu'est-ce qui motive justement ces personnes de cette diaspora-là? Alors aujourd'hui, la diaspora est assez consciente du fait que l'Afrique est à mauvaise presse. Malheureusement, très souvent, quand on parle de l'Afrique dans les médias, c'est pour souligner des côtés négatifs, c'est pour parler de pauvreté, de corruption, de dictature. Bref, l'image est très, très négative. Et pourtant, la diaspora a quand même fait le constat que parallèlement à cette image qui est très négative, il y a quand même beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs occidentaux, asiatiques, qui viennent quand même sur le continent. Donc, comment se fait-il que d'un côté, on nous dit que l'Afrique, c'est à peu près l'enfer, et de l'autre côté, des investisseurs y vont quand même. Et de fait, la diaspora a compris justement que, en fait, il y a tout à faire sur le continent et que les problématiques que l'on pouvait rencontrer sur le continent étaient des motifs d'espoir, parce qu'en fait, c'est là où il y a des problèmes qu'il y a du business. Et donc, de fait, la diaspora aujourd'hui est consciente que c'est à elle de venir participer, pas toute seule, mais participer avec les gens qui sont déjà sur place à relever le continent. Et clairement, il y a cette volonté de plus en plus présente pour les gens de la diaspora de revenir pour remettre ce qu'ils ont, soit des finances, soit des compétences, mais il y a une volonté en tout cas de redonner au continent ce qui est nécessaire pour une émancipation, partant du principe aussi d'ailleurs que il faut que les Africains arrêtent de penser une seule seconde qu'ils seront développés par des multinationales ou par quelques autres grandes compagnies étrangères. Aucun pays au monde, mais aucun, il n'y en a aucun qui s'est développé grâce à des étrangers. Ça ne s'est fait nulle part. Donc, il faut que les enfants du continent reprennent eux-mêmes en main leurs propres économies, avec bien évidemment le concours des autres. Je ne dis pas que les autres n'ont pas leur place. Si, c'est un mélange entre les locaux, les autres et la diaspora. Mais il faudrait qu'il y ait cette idée de se dire que c'est à nous de prendre justement le lead sur l'avenir de notre continent et pas le laisser à la merci des Chinois, des Indiens, des Français, des Américains et tous les autres. Oui, effectivement. Là, effectivement, vous venez de dire quelque chose qui reste très intéressant, c'est que c'est aux enfants du continent de revenir et d'investir justement sur le continent. Mais justement, avant de repasser la parole à M. Zézé, moi, je veux savoir, vous, Philippe, comment est-ce que vous arrivez justement à gérer cette question aujourd'hui du risque? Parce que moi, j'ai été de la diaspora. Lorsque souvent vous êtes de la diaspora, que vous voulez faire de l'investissement au pays, vous passez par quelqu'un qui est censé suivre une activité pour vous, ou bien vous suivez cette activité pendant un moment. Vous, aujourd'hui, quel est ce retour d'expérience que vous avez sur cette manière de faire là? Justement, le problème que vous évoquez est toujours présent. Hein. Beaucoup de personnes de la diaspora sont énormément freinées à cause de mauvaises expériences, parce qu'à la base, ils ont voulu lancer un business au pays en s'appuyant sur la famille et autres.
Mais comme je rappelle souvent aux gens, être père ou mère, ce n'est pas une compétence business. Ce n'est pas parce que c'est ton père, ta mère ou ton cousin qu'il est compétent pour faire un business. Ce n'est pas une compétence. Et donc, c'est aussi un peu quelque part de la naïveté d'aller donner de l'argent à des gens pour lesquels on a un lien affectif en pensant que cette affection pour eux les rend compétents pour réaliser un projet. C'est pas vrai. Et de fait, parce qu'il y a cette problématique-là, nous, ce qu'on a considéré, c'est qu'il manquait deux choses. Il manquait des structures et c'est ce qu'on fait maintenant chez Investir au pays qui font le pont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, des gens de la diaspora qui ont des projets, on a un bras armé sur place. Alors, on est en train de grandir de pays en pays, mais aujourd'hui, on va dire à quelqu'un qui veut investir en Côte d'Ivoire, écoutez, on a une structure en Côte d'Ivoire qui a pour but de réaliser des projets. Donc, si vous voulez construire, si vous voulez lancer un projet agribusiness, un projet dans le marketing ou dans la finance, tant que c'est dans le cadre de nos compétences, nous, on est un cabinet en réalité qui va travailler pour vous. On vous signe un contrat en bonne et due forme et on réalise pour vous ce que vous avez envie de réaliser. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, on n'hésite pas aussi à dire aux entrepreneurs, et ça va peut-être être davantage dans le cadre de la thématique, on n'hésite pas à dire aux entrepreneurs que sur place, il y a déjà des entreprises. Il y a déjà des startups, il y a déjà des PME qui existent et qui opèrent dans les domaines dans lesquels ces gens-là veulent travailler. Donc, plutôt que de venir à chaque fois pour essayer de tout recommencer depuis le début, parfois, ça peut être intéressant de s'appuyer sur des entreprises qui sont déjà présentes localement, les financer, prendre des parts au capital et faire que ces entreprises-là deviennent des champions, plutôt que de venir pour tout faire dès le départ. Donc, il y a ces deux alternatives-là aujourd'hui qui existent et qu'on présente à la diaspora. D'accord, merci beaucoup Philippe. Donc, Monsieur Dédé, justement, je reviens à vous. Quelle est la perception justement que vous avez de manière globale, hein? Je veux dire que aussi bien sur des investisseurs locaux que sur des investisseurs de la diaspora, parce que moi, sur par exemple le flux financier de la diaspora, tout à l'heure je le disais, 89 milliards de dollars repartis sur le continent, mais on voit véritablement que le continent peine encore à financer ces PME. Donc, comment vous, en tant que spécialiste aujourd'hui du risque, comment est-ce que vous analysez cette situation et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour corriger cela? Ouais, il y a une chose que vous devez comprendre qui est très importante. Je crois que des fois, on a des chiffres, sauf qu'on ne comprend qu'on n'a pas les détails de ces chiffres-là. Les 89 milliards de dollars desquels vous parlez, en réalité, 90 à 95% de ce fonds vont pour des aides sociales, hein. On envoie l'argent à sa sœur, à son cousin pour survivre, pour manger, pour payer son loyer et tout ça. Donc, ce n'est pas de l'argent qui va dans de l'investissement. Donc, ça a zéro effet en réalité. Donc, c'est pourquoi, justement, aujourd'hui, la logique est de commencer à dire aux gens de la diaspora, vous pouvez contribuer de façon significative au développement à travers des plateformes comme celle que Philippe vient de démontrer et Genesis également. Vous pouvez venir investir en Afrique. Vous n'êtes pas obligé de venir investir à travers vos parents, mais il y a des plateformes de professionnels qui existent qui va garantir vos investissements. Vous allez faire votre due diligence sur ces plateformes-là pour assurer que ce sont des plateformes qui sont crédibles. Et vous allez signer le contrat. Donc, vous avez la possibilité de poursuivre ces personnes si justement ils ont pour quelques manquements à leur contrat, par exemple. Ce que vous ne pourrez pas faire pour votre frère, votre cousin ou votre père. Donc, c'est que les gens de la diaspora devraient comprendre qu'un investissement, c'est un investissement. Ils investisseraient pas, comment ils n'investiraient pas en Europe, ce n'est pas comme ça qu'ils devraient investir sur le continent. Il s'agit d'un investissement. Donc, le processus est le même. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle vous avez certains États qui ont créé ce qu'on appelle le Diaspora Bond, donc les obligations de la diaspora, pour permettre justement aux gens de la diaspora d'investir dans leur pays ou d'investir sur le continent dans des projets qui sont, enfin, dans des investissements qui sont sûrs. Parce que leur grosse problématique, c'est la confiance. Mais il faudrait savoir que quand on investit, il y a une notion de risque dans le processus d'investissement. Donc, c'est à vous de faire votre analyse ou passer par des structures qui sont spécialisées dans les analyses de risque pour pouvoir avoir des éléments qui vous permettent de prendre vos décisions. Philippe a parlé, je ne sais pas si c'est Philippe ou Genesis qui a parlé d'investir dans d'autres sociétés qui existent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on devrait commencer à réfléchir. Nous avons des PME qui sont généralement dans tous les secteurs d'activité. Okay? Aujourd'hui, il y a deux choses pour moi qui sont véritablement, trois choses d'ailleurs, qui sont véritablement importantes.
pour le développement de l'entrepreneuriat et des PME. La première chose, c'est que les Africains commencent à investir dans les PME en tant qu'investisseurs. Au lieu de garder leur argent sur des comptes d'épargne, qu'ils rentrent dans une logique d'investir, de contribuer au développement de ces PME-là, dans une logique de faire grossir le gâteau et le partager plus tard. Donc évidemment, quand ils rentrent dans les capitales, comme Philippe le disait tout à l'heure, ils sont aussi ceux-là qui vont partager les dividendes. Donc, ils vont s'impliquer de façon significative et se rassurer que ces structures-là réussissent le pari. La deuxième chose, les fonds d'investissement, c'est une solution extraordinaire pour les PME aujourd'hui. Mais il faut des fonds d'investissement qui soient adaptés aux réalités de nos PME. Comme vous savez, généralement, les fonds d'investissement qui viennent investir en Afrique ont des gros tickets de 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards, qui ne sont pas à la hauteur des besoins des PME. Et d'ailleurs, ils ne considèrent pas les PME comme une source d'investissement qui serait profitable pour eux, ce qui est une grosse erreur. Donc aujourd'hui, vous devez avoir des fonds d'investissement qui ont la taille des besoins des PME, donc des fonds d'investissement pour PME. IFP en a un, mais il faut des fonds d'investissement locaux, africains, panafricains, avec des tickets comme 100 millions, 150 millions, 200 millions, 300 millions. Ça correspond plus aux réalités des PME. Et la troisième chose, c'est que les PME africaines doivent comprendre que la taille compte. Ce que ça veut dire, il faut rentrer dans une logique de merger, une logique de se mettre ensemble pour avoir des projets plus larges. Vous avez 5 petites entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, peuvent se mettre ensemble et créer une moyenne entreprise ou une grosse PME. Et c'est seulement dans cette logique qu'elles vont pouvoir répondre à des appels d'offres, parce que comme on vous a dit, on ne crée pas une entreprise pour emprunter, ou on ne crée pas une entreprise pour lever des fonds, on crée une entreprise pour gagner des marchés, pour proposer des produits, pour proposer des services. Donc évidemment, plus ils vont consolider leur force et leur intelligence, mieux ils seront adaptés à la demande qui est faite sur le marché. Donc ça, c'est des nouvelles problématiques et des nouvelles réflexions qui devraient être entamées par les PME et par ceux qui ont en charge l'organisation des PME en Afrique et l'organisation de la promotion de ces PME-là. Donc aujourd'hui, la réflexion doit être une réflexion qui soit basée sur la réalité de notre environnement et quels sont les ajustements qu'on fait pour avoir des PME fortes, des PME résilientes et des PME qui sont capables d'opter pour la qualité et l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'avoir des PME qui soient de plus en plus résilientes. Et la pandémie a bien montré, hein, nous sommes rentrés dans un monde où les gens commencent à être un peu protectionnistes, les frontières se ferment et les pays africains réalisent qu'ils ne sont pas, suffisamment résilients. Donc, ce que ça veut dire, aujourd'hui, il faut penser à une transformation de nos économies. Et la transformation de cette économie, de nos économies, va passer par le renforcement du secteur privé, donc des PME. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une réflexion à mener en interne sur le renforcement des capacités du secteur privé. Et pour ça, il faut que ce soit les PME qui s'organisent, les autorités qui sont en charge de créer un environnement qui soit approprié pour l'entrepreneuriat, qui ait une espèce de collaboration de tout cet écosystème pour pouvoir renforcer les capacités des PME. Merci beaucoup, M. Zézé. Justement, ça m'emmène à parler avec Landry, qui, je sais, représente Investisseurs et Partenaires, qui est ce fonds d'investissement qui essaie justement d'investir localement sur des petits tickets. Et je sais aussi que par rapport à l'initiative privée de sa société d'investissement, Landry a un peu fait ce parcours-là. Est-ce que Landry, il n'y aurait pas, par exemple, un modèle, on va dire, de business angel africain qu'on doit avoir? Parce que moi, j'ai comme l'impression justement que lorsqu'on parle d'investissement, on a la plupart du temps, on utilise les standards occidentaux pour essayer de les adapter au continent. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement un modèle qu'on doit pouvoir nous-mêmes créer? Parce que je pense que c'est ce que vient de dire M. Zézé tout à l'heure. Merci beaucoup. Et effectivement, avec
investisseurs et partenaires essaient d'aller sur plusieurs strates d'investissement via des véhicules différents. Et ça rejoint ce que M. Zézé disait tout à l'heure. Ça rejoint le constat de M. Zézé, qui est que la majorité des fonds commencent avec des tickets qui sont assez élevés et qui ne correspondent pas forcément aux besoins. Quand je dis des tickets, c'est les montants d'investissement, pour parler dans un jargon moins financier. Et donc, investisseurs et partenaires essaient d'avoir des véhicules qui commencent à 50 millions, donc qui vont de 50 millions à 200 millions, et d'autres qui vont de 500 à 3 milliards pour essayer de capter un peu tous les types de PME. Et derrière, on a les plus gros fonds qui commencent avec les tickets plus élevés. Et si je fais le parallèle avec Forge Investment, nous, on est du coup sur le ticket encore plus bas, donc en dessous de 50 millions, pour justement avoir et c'est là qu'interviennent en général les business angels. C'est sur en tout cas, pour faire de la masse, les business angels, les individus, c'est sur des petits tickets. Et en réalité, la première difficulté de tous ceux qui essaient d'investir sous forme de business angel, et par business angel, c'est vrai qu'on ne l'a pas défini, mais par business angel, si je pars de la définition classique, c'est quelqu'un qui investit et qui accompagne. Donc au-delà du cash, il apporte ses compétences, son réseau et son carnet d'adresses et tout pour essayer de pousser l'entrepreneur. Donc, la première difficulté de tous ces acteurs que sont les fonds d'investissement, que sont les business angels sous forme de société ou d'individus, en réalité, elle est plus du côté de l'entrepreneur, des entrepreneurs locaux. Et concrètement, c'est quoi? Ils ne veulent pas ouvrir leur capital. Ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui soit co-actionnaire et qui puisse les challenger. Et c'est ça le principal problème en réalité. Donc, le premier sujet devrait être d'en parler plus. Et 80% de mon travail consiste à rencontrer des gens pour leur dire ce que c'est que le capital investissement, ce que c'est que l'entrée au capital, et petit à petit donner des exemples. Parce qu'on est extrêmement réticent. Je ne sais pas s'il y a une histoire de déception dans l'entrée au capital qui fait que les gens sont réfractaires, ou est-ce que c'est culturel? Mais en tout cas, la première barrière, c'est celle-là. C'est déjà arriver à ce que les entrepreneurs acceptent d'avoir quelqu'un qui a un pied dans l'entreprise avec eux. Maintenant, pour passer à la seconde partie de ta question, comment on pourrait redéfinir, avoir une vision africaine d'un business angel? Je dis, si je me focus sur à la fois la diaspora, mais aussi le type de business angel qu'on peut avoir localement, c'est des gens qui ont du cash, mais pas forcément beaucoup de temps. Donc, localement, ils peuvent avoir du cash, mais n'ont pas le temps pour accompagner. Et du côté de la diaspora, ils peuvent avoir le cash, mais bon, le fait qu'ils soient à distance, l'accompagnement, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est là que des solutions comme Investir au pays ou Forge Investment ou autres seraient pertinentes parce que ce sont des solutions qui permettent de transférer le côté gestion du risque, accompagnement de l'entrepreneur à un tiers. Donc, quelqu'un qui aurait de l'argent, mais qui n'aurait pas beaucoup de temps à consacrer, pourrait confier son cash à un tiers qui aurait les compétences et qui serait localement implanté pour accompagner l'entrepreneur. À mon sens, c'est vers cela peut être une piste de solution. D'accord, ok. Merci beaucoup, Landry. Donc, Genesis, justement, je reviens à toi. Effectivement, je sais que toi, tu n'es pas un adepte de l'entrepreneur qui va simplement lever des fonds, mais on sait que aussi à un certain moment, une entreprise, non seulement qui veut grandir, qui veut croître, a besoin de lever du financement. Est-ce que pour vous, Coliba, je sais que dans vos débuts, vous avez commencé avec vos propres sous, et à un certain moment, vous étiez obligé de chercher
des investisseurs pour vous permettre de passer à l'étape de prototypage et surtout de pouvoir grandir. Qu'est-ce qui, je veux dire que dans le contexte, est-ce que vous avez pu lever des fonds localement, donc je veux dire en Côte d'Ivoire? Si oui, comment ça s'est passé? Sinon, où est-ce que vous avez pu lever les fonds? Et puis, qu'est-ce qui vous avait été demandé justement pour que vous puissiez lever ces fonds-là? Parce que dans cette question-là, il y a aussi le concept de l'état d'esprit de l'entrepreneur que je veux que tu puisses partager avec nous. Merci pour la question. Pour répondre directement à la question, non, on n'a jamais, en fait, pour l'instant, levé de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais sinon, nous avons pu travailler avec Dakar Network Angel, qui sont basés à Dakar et qui ont investi chez nous cette année. Notre premier investisseur, en fait, c'est un investisseur parisien. Et ensuite, Green Tech, qui sont basés en Allemagne. Du coup, non, pour l'instant, nous n'avons pas encore eu des investisseurs locaux, en tout cas en Côte d'Ivoire. On espère pouvoir en avoir. Et c'est justement la raison pour laquelle maintenant nous sommes en train aussi de regarder des profils qui sont intéressants. Encore une fois, ce n'est pas avoir les investisseurs pour avoir les investisseurs. Oui, il faut des investisseurs qui ont aussi un carnet d'adresses, qui peuvent aussi vous conseiller, vous montrer en fait quel chemin il faut prendre. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on privilégie beaucoup les investisseurs qui ont l'expérience dans la matière. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de parler de la diaspora africaine dans le monde, etc. Comment ils peuvent investir au pays. Pour moi, ce n'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être investisseur et tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Il ne faut pas non plus demander aux gens, en fait, oui, il faut investir parce qu'il faut du temps, il faut être capable de suivre les entrepreneurs. Mais pour moi, je pense que ce sont vraiment deux métiers différents. Mais pour revenir à ce que je disais, et nous, aujourd'hui, on a privilégié en fait les investisseurs internationaux pour l'instant parce que finalement, ce sont des gens qui sont vraiment prêts à nous accompagner. Quand vous présentez en fait des projets qui tiennent la route, vous sentez, en tout cas en ce qui nous concerne, on a senti une vraie volonté de nous accompagner, alors que localement, quand on présente le business plan, je me rappelle même d'un entretien que j'avais fait où c'était le directeur de cabinet de l'entreprise qui me disait, en fait, le patron voulait vous recevoir, mais faites attention parce qu'il aimerait bien faire le même projet que vous. Du coup, il faut faire attention à ce que vous présentez, etc. Et ça freine. Vous dites, en fait, on est un peu dans un environnement bizarre dans le sens où je viens présenter mon projet à un investisseur et c'est un de ses bras droits qui dit, bon, je connais mon patron, lui, si le projet le plaît, il peut l'implémenter, le projet. Du coup, on s'est dit, bon, si c'est des gens qui ont la capacité d'implémenter mon projet, autant ne pas chercher une personne qui a la capacité de l'implémenter, autant aller chercher quelqu'un qui est basé à Singapour et je sais qu'il ne va pas venir à Abidjan pour implémenter mon projet. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles les entrepreneurs sont réticents pour revenir au point de Londres. Et aussi, le deuxième point où les entrepreneurs sont réticents, à mon avis, c'est que les investisseurs, ils en demandent beaucoup. Moi, je vois par exemple avec mes amis parisiens, un entrepreneur qui va parler à une start-up à Paris, pour le même montant, va lui proposer par exemple 10% de part, d'entrer dans le capital à hauteur de 10%, 15%. Et là, c'est déjà très énorme. La même personne, vous arrivez sur le continent africain, vous proposez la même chose à un entrepreneur africain, mais vous exigez 45%. C'est juste énorme. Et moi, surtout quand c'est au niveau de seed investment, vous n'avez même pas encore commencé à lever de l'argent qui va permettre à l'entreprise de se développer. Si au moment où l'entreprise ou la start-up est en train de débuter, vous lui demandez 45% pour un montant qui va juste le permettre de débuter,
Ça veut dire que la marge de manœuvre pour le start-upper, enfin pour le porteur de projet ou on va dire le petit chef d'entreprise, est très minime après pour lever plus de fonds. On sait que c'est plus de fonds qui va vraiment permettre à ces startups-là de devenir une PME. Et je pense que aussi les investisseurs ou les entreprises comme Propaco, etc., qui investissent sur le continent, il faut aussi qu'ils pensent à l'entrepreneur, à sa survie, on va dire. Vous ne pouvez pas demander à un entrepreneur de vous donner 45% alors que le projet est en train de débuter. Il n'a plus le choix après. Si le jour où il va lever 2 milliards de francs CFA, ça veut dire qu'on va lui demander 100% de ses capitaux. Et enfin, ça, c'est une chose. Voilà pourquoi les entrepreneurs sont réticents. Et aussi, il y a aussi une éducation financière également qu'il faut avoir. Parce que quand vous ne savez pas juger la valeur de votre propre entreprise et que et qu'on vous Je crois que Genesis, on te perd. Allô? Oui, là c'est bon. Là c'est bon, oui. Je pense qu'il y a aussi la capacité de pouvoir mesurer la valeur de ton entreprise. Et c'est là où les investisseurs aussi doivent aussi accompagner les entrepreneurs africains. Ça aussi, c'est important qu'on les accompagne. Parce que si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas évaluer la valeur de votre entreprise et que vous avez une personne qui arrive et qui vous demande 50%, vous dites, bon, c'est toutes ces choses-là, je pense qu'il faut aussi que nous, les Africains, qu'on se mette sur la table, qu'on en discute. La dernière fois, je lisais que parmi les jeunes chefs d'entreprise en Afrique, vous avez 3 ou 2% qui ont une éducation financière. Ça veut tout dire. En fait, ça veut dire que aujourd'hui, les choses, il y a des prérequis. On doit avoir cette éducation financière, on doit avoir les investisseurs qui nous accompagnent également. Et ça, je pense que c'est un écosystème qu'il faut créer. C'est très important d'avoir des personnes comme M. Zézé ici sur ce panel qui ont une grosse expérience dans la matière. Et je pense que les entrepreneurs comme nous, oui, voilà, nous avons besoin des personnes de ce profil. Vous avez besoin des gens comme Philippe, enfin, tout le monde qui est là aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble pour réfléchir aussi à comment on peut s'accompagner nous-mêmes et comment rendre l'écosystème plus fluide que l'état actuel. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Il faut réfléchir, il faut s'asseoir sur la table, il faut réfléchir, il faut discuter avec tous les stakeholders et les investisseurs, les startups. Il faut qu'on se mette d'accord au moins sur les règles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le domaine des startups, en tout cas en Afrique, tout le monde joue. C'est comme si on lâche tout le monde sur le terrain, tout le monde court partout, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitre. Puisque l'État, comme M. Zézé a dit au début, l'État devrait être là pour créer l'environnement favorable. Mais au final, on voit que c'est plutôt un concours de start-up qu'une réelle volonté d'accompagner. Oui, il faudrait que tout le monde soit assis et qu'on puisse discuter des règles de jeu, des investissements, une PME. Quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il faut aussi créer, il y a une vivre ensemble, enfin, au final. Il faut aussi que les startups puissent travailler avec d'autres startups. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on me dise quelle startup travaille avec une autre startup en Afrique. Il n'y en a pas. Enfin, il faut juste aussi qu'on puisse discuter, qu'on puisse travailler ensemble pour créer un écosystème, quoi. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Genesis. En fait, là, je vais déjà peut-être poser cette question-là plus à Philippe, mais je veux dire qu'elle va s'adresser un peu à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler véritablement de culture d'investissement sur le continent? Parce que je pense que dans tes propos, Genesis est revenu, mais moi, je m'adressais d'abord à Philippe. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à investir au pays, est-ce qu'on peut parler de culture ou on est dans un début, dans un commencement? Culture d'investissement. On va être optimiste et on va dire qu'on est vers un début. Mais je pense que Landry a commencé à évoquer effectivement quelques freins et je dirais que c'est beaucoup de problèmes. Et même M. Zézé aussi en a parlé. Il y a beaucoup de problèmes d'éducation. Les attentes ne sont pas bonnes des deux côtés. C'est-à-dire,
Il faut bien avoir conscience que les gens dans la diaspora, ce sont des gens comme vous et moi qui sont salariés. Et de fait, en étant salariés, ils n'ont pas eu une formation à l'investissement. Hein. C'est des gens qui ont un boulot, qui vont bosser comme tout le monde. Et puis qui un jour se rendent compte qu'ils ont une épargne et qu'ils peuvent l'investir quelque part parce qu'ils entendent parler de l'investissement. Et ils veulent aller miser leur argent quelque part. Donc, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas quelles sont les règles, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ils ne savent même pas comment choisir aussi une structure parce que là aussi, les structures ne se valent pas. Et ce n'est pas parce que l'offre est plus alléchante qu'elle est forcément meilleure. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Mais parallèlement aussi, hein, les entreprises que je vois sur le continent, pareil, ne comprennent pas forcément ce que c'est que aller chercher quelqu'un qui va vous apporter de l'argent dans votre entreprise. Et le poème dont Landry parle est vrai. Beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas que quelqu'un qui vous donne de l'argent veuille prendre des parts dans votre société. Pour beaucoup de gens, non. Il faut que ce soit comme une banque, en fait. C'est-à-dire, vous lui prêtez de l'argent et il vous le rembourse suivant un certain intervalle. Donc, il y a aussi cet attachement qui est problématique d'ailleurs chez beaucoup, c'est que les gens veulent garder la totalité de leur business, quitte à ce que ce business reste petit. Alors que moi, j'aime souvent dire aux gens, je préfère avoir 10% de 1 milliard que 100% de 10 000 francs CFA. Et pourtant, les gens sont encore dans la logique de se dire, il faut que j'ai tout le gâteau pour moi. Ils ne comprennent pas qu'en fait, OK, pour garder tout le gâteau, mais si le gâteau est petit, ça ne profite pas vraiment. Et donc, oui, pour chuter, il y a un besoin d'éducation parce que le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a de grosses méconnaissances sur le domaine de l'investissement et ça crée un langage de sourds. Ça crée vraiment un langage de sourds avec des gens qui ont des attentes irréalistes des deux côtés. Quand on vient en plus rajouter le problème de confiance et le fait aussi qu'il faut le dire, beaucoup de nos entreprises ne comprennent pas toujours quels sont les codes des personnes de la diaspora. C'est-à-dire que quand vous avez une structure et que vous voulez que quelqu'un qui est dans la diaspora vienne y mettre son argent, à minima, quand il sait de quoi il parle, il va vous poser 2-3 questions, il va vous demander les bilans de votre structure, il va vous demander votre comptabilité, il va essayer de voir qu'est-ce que vous avez en amortissement, où est-ce que vous dépensez votre argent, comment est-ce que vous vous projetez. Et malheureusement, beaucoup de structures au pays n'ont pas cette logique-là de bien gérer leurs chiffres, parce qu'en fait, c'est l'élément crucial quand vous voulez parler de choses sérieuses. Le principal indicateur que les gens vont avoir, ce sont vos chiffres. Les chiffres que vous avez dans votre compte bancaire, les chiffres que vous avez sur votre historique, les chiffres que vous avez au niveau des différents bilans de synthèse que vous pouvez produire au terme de votre entreprise. Parce que c'est ça qui parle en réalité à un investisseur. C'est avec ça qu'il peut se projeter parce qu'il voit d'où vous venez et il peut facilement comprendre où vous allez. Mais malheureusement, beaucoup d'entreprises au pays, notamment les petites, n'ont pas le formalisme qui va bien. Parfois, elles touchent de l'argent, mais ne le font pas passer par la banque. Donc, il n'est même pas visible. OK, c'est bien là sur le coup parce que ça leur permet d'avoir de la trésorerie. Mais quand on se projette, c'est préjudiciable. Ça va leur être préjudiciable par la suite parce qu'ils ne sauront pas montrer leur capacité à aller générer certains chiffres. Donc, il y a besoin de comprendre vraiment comment fonctionne davantage, d'après moi, l'investissement pour permettre justement aux uns aux autres de pouvoir bénéficier de la force et de la richesse qu'il y a dans une telle collaboration. D'accord, ok, merci Philippe. Donc, M. Zézé, je reviens vers vous. Quand on parle par exemple de culture d'investissement, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'y aller, on est dedans? Et puis, je veux en plus ajouter à la suite de Philippe, en fait, une deuxième question. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement aujourd'hui le rôle de l'État de pouvoir interpeller les petites entreprises pour plus de formalisme, pour aller capter de l'investissement pour grossir, ou c'est de la volonté individuelle de chaque entrepreneur de le faire? Merci. Je crois que déjà, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, comme je dis. Il est important que chacun, d'ailleurs, qui décide d'entreprendre, essaie quand même d'évaluer sa capacité d'entreprendre avant de rentrer dans ce projet. Vous savez que dans nos pays, je prends la Côte d'Ivoire par exemple, il y a des milliers de sociétés qui se créent chaque année. C'est ce qu'on vous donne comme information, mais on ne vous donne jamais l'information de celles qui survivent. Parce qu'en réalité, à la 5e année,
sur 50 000 entreprises qui se créent, il y a peut-être que 1000 qui survivent. Donc, celles qui survivent, c'est justement dont les promoteurs ont la capacité justement de devenir entrepreneurs. Donc, il y a un certain état d'esprit à avoir. Il y a le minimum de connaissances à avoir sur ce dans quoi on veut s'investir et la vocation même d'investir. Est-ce qu'on investit parce qu'on n'a pas d'autre alternative ou on investit parce que bon, on n'a rien d'autre à faire ou on a eu un petit pactole et on pense qu'on va le multiplier en investissant. C'est l'état d'esprit même dans lequel vous êtes qui va déjà déterminer si vous réussissez ou pas. Et ça, c'est fondamentalement, c'est très important. Je sais que depuis une dizaine d'années, on parle d'entrepreneuriat, c'est comme c'était devenu la mode. Mais au-delà de la mode, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour le développement d'un pays. Je vous disais tout à l'heure qu'un pays ne peut pas se développer sans un secteur privé fort. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement justement pour que le secteur privé se développe, crée des richesses, crée des entreprises, crée des emplois. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Les emplois que l'État crée, ce sont des emplois pour la gestion de la cité. Les emplois sont créés par le secteur privé, la richesse est créée par le secteur privé. L'État est celui qui encadre tout ça, qui coordonne tout ça et qui crée un environnement qui met en place des règles et qui met en place des infrastructures, qui met en place ce qui permet de créer un écosystème pour que justement le secteur privé se développe. Donc, il ne suffit pas de voir les autres. Il ne faut pas investir par mimétisme, il ne faut pas investir parce que c'est la mode. Il faut investir parce qu'on a identifié un besoin dans la société qu'on veut combler. C'est un besoin d'amélioration ou un besoin, si vous voulez, d'innovation. Et donc après, il faut s'informer. Nos investisseurs ne s'informent pas. Il y a beaucoup de sources d'informations aujourd'hui. Il faut maîtriser le secteur d'activité dans lequel, maîtriser au moins les informations du secteur d'activité dans lequel vous voulez investir, de l'activité dans laquelle vous voulez investir. Comme je dis toujours, vous n'avez pas besoin d'être spécialiste. Vous pouvez être médecin et puis construire une banque, mais il faut savoir comment fonctionne une banque, il faut savoir comment fonctionne l'écosystème de la banque, il faut savoir quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui est demandé pour créer une banque. Donc, l'éducation dans l'investissement est quelque chose qu'on peut apprendre en discutant avec des gens qui ont déjà entrepris et qui ont réussi. Donc, le système de mentoring est absolument important quand on veut investir. Il faut regarder l'écosystème qui existe et parcourir chacune des étapes et se rendre compte qu'on est capable de le faire, donc évaluer ses forces et ses faiblesses avant de décider. C'est fondamental. La deuxième chose, parce qu'on n'investit pas pour échouer, on investit pour réussir. Donc, il faut se rassurer qu'on peut réussir avant de commencer le projet. Le rôle de l'État, justement, dans ce processus, c'est l'État a intérêt à avoir un secteur privé qui soit très fort et qui soit formalisé, des entreprises qui soient formalisées, qui vont pouvoir contribuer justement. Non seulement elles vont créer de la richesse, elles vont créer des emplois, mais elles vont créer, si vous voulez, de la richesse en termes d'impôts, en termes de revenus pour l'État. Parce que l'État construit des infrastructures, certaines sont lucratives, certaines pas lucratives, mais évidemment, même quand elles ne sont pas lucratives, il faut les maintenir. Donc l'État a besoin de lever des fonds et pour pouvoir justement investir dans toutes ces infrastructures-là. On encourage de plus en plus ces États à justement élargir leur assiette fiscale, de sorte à ce qu'ils aient plus de revenus fonds propres que des revenus en dette ou en dons, de sorte à ce qu'ils soient de plus en plus autosuffisants, de plus en plus indépendants. Donc l'État a un grand intérêt à créer cet environnement-là qui soit propice à l'investissement. Et je crois que beaucoup de pays africains ont compris. C'est pourquoi on a mis en place déjà des codes d'investissement qui sont de plus en plus attractifs. On commence à encadrer l'investissement dans les pays, mais je dis il faut une volonté politique qui soit beaucoup plus forte pour pouvoir justement créer un environnement qui permette à ces PME-là de se développer. Et aussi dans cette logique-là, il y a quelque chose de laquelle on n'a pas parlé, c'est la notion de champions nationaux.
On en parle souvent, et vous voyez des pays comme le Nigeria, avec des gens comme Aliko Dangote, des gens comme Molelu, ou même quand vous regardez en France, hein, des gens comme Bouygues, comme Dassault. Ces gens sont arrivés à ce niveau, si vous voulez, de développement de l'entreprise avec un soutien institutionnel. Ce soutien institutionnel n'est pas dans une logique d'enrichir un particulier, mais dans une logique de créer des mastodontes locaux qui, eux, après, vont tirer les PME vers le haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, vont créer des emplois, vont être représentatifs, vont être des ambassadeurs économiques du pays et vont être capables de financer de gros projets de l'État sans que l'État ait besoin d'aller chercher cet argent à l'extérieur, c'est-à-dire lever des eurobonds et toutes ces dettes à l'extérieur. Donc, le rôle de l'État est vraiment fondamental dans créer cet écosystème et créer cet environnement pour permettre aux PME de se développer et devenir des grosses entreprises qui peuvent compétir avec l'extérieur. Et dans cette volonté politique de le faire, c'est justement inculquer cette notion d'excellence, de qualité, mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté politique. Il ne faudrait pas que ce soit juste envie de remplir des box pour avoir des bonnes notes sur le Doing Business ou avoir des bonnes notes par une évaluation internationale, mais la vraie volonté de faire de ces PME ou de ces entreprises de vrais champions. Et quand on est dans cette logique-là, avec cette volonté politique affirmée, on pose des actes qui sont concrets avec des suivis. On ne se contente pas de faire du saupoudrage. Et pour l'instant, quand je regarde en Afrique, beaucoup de pays font beaucoup de saupoudrage et ils gagnent des places sur le Doing Business, mais ça, ce n'est pas important, ça, gagner des places sur le Doing Business. Et c'est quelle est la réalité sur votre terrain? Est-ce que vous avez vraiment des PME qui se développent? Et donc, quand on donne des chiffres, il faut être transparent. Et c'est le manque de transparence qui va continuer à faire croire à ces dirigeants des pays que continuer à faire du saupoudrage, tant que de l'extérieur on dit qu'ils font du bon boulot, ça suffit. Non, il est important qu'il y ait cette vraie volonté politique d'encadrer, de structurer l'écosystème des PME pour pouvoir avoir des PME qui sont solides et pour pouvoir faire de sorte à ce qu'il y ait de moins en moins de structures qui opèrent dans l'informel. Voilà ce que je voulais dire. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois que le rôle de l'État dans créer cet environnement est fondamental. Et puis évidemment, on a parlé aussi des PME qui doivent changer d'état d'esprit. Et ça, j'en ai parlé au départ. La réussite, elle est individuelle. Donc, pour vous créer un environnement qui soit propice, vous n'avez pas les capacités de réussir, vous n'allez pas réussir. Mais vous avez beaucoup de chances de réussir si vous vous donnez les moyens de réussir. C'est ça. En tout cas, merci. Je pense que vous nous avez beaucoup éclairé sur cette piste-là. Mais je pense que à vous entendre parler, moi, j'ai aussi une autre question que je vais adresser à Philippe et puis à Landry. Et puis même après aussi, si vous pouvez intervenir. Certes, là, je veux parler par exemple là, de la taille de nos marchés, parce que quand on prend la taille de nos marchés, on reste encore sur des petits marchés. Et quand on regarde même en termes si je peux parler de ça, de commerce interpays, par exemple, zone UEMOA, zone CEDEAO, les échanges ne sont pas fameux. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour Landry et pour Philippe, pour vous, par exemple, qui accompagnez soit des profils de la diaspora sur des projets à investir, est-ce que vous travaillez sur cette thématique-là, qui est celle, par exemple, de travailler, par exemple, sur des projets structurants, de travailler sur des collaborations interpays? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous évaluez et sur lesquels vous êtes? Ok. Landry, tu veux commencer ou je réponds comme tu veux, hein? Je laisse le grand frère commencer. Alors oui, c'est quelque chose qui me... Alors, par exemple, pour bien l'illustrer, nous, aujourd'hui, Investir au pays, c'est une société en France, mais c'est une société aussi en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et là, on est en train de la créer aussi au Sénégal. Donc, nous-mêmes, par essence, on a la vision de décloisonner justement le continent parce que on est convaincu que les tailles de nos marchés ne sont pas suffisantes si on veut vraiment quelque chose de très grand.
Il faut pouvoir sortir de ces frontières pour aller prendre les sous-régions et ensuite, pourquoi pas même s'étendre au-delà quand c'est possible. Mais le seul warning, le seul point que je veux mettre à ça, c'est qu'il ne faut pas sauter des étapes. Il ne faut vraiment pas sauter des étapes et c'est super important de s'assurer d'une assise quelque part avant de pouvoir se développer. Mais c'est sûr que dans notre logique de travail, avec nos clients aussi, on est toujours dans une logique de décloisonnement. Et ça, c'est un point qui est important, c'est que beaucoup de gens, notamment de la diaspora, quand ils pensent à rentrer investir au pays, pensent à rentrer investir dans leur pays d'origine. Et ça, c'est parfois une mauvaise décision parce que le continent n'a pas les mêmes opportunités partout. Et aujourd'hui, on commence à dégager sur le continent certains pôles qui sont plus ou moins excellents dans certaines régions. Et il est important quand quelqu'un veut venir créer un business sur le continent, justement qu'il sache où est-ce que son business va plus rapidement prospérer. Et ce n'est pas forcément dans le pays d'origine. C'est pas parce qu'on est burkinabé qu'il faut à tout prix rentrer au Burkina Faso parce que c'est là qu'il faut faire l'activité que l'on peut faire. Peut-être que l'activité qu'on peut faire est plus intéressante et grandira beaucoup plus vite en Côte d'Ivoire, ou alors au Sénégal, ou alors au Mali. Donc, il faut avoir cette idée-là aussi de se dire, je vais là où mon business va pouvoir se développer. Et à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait donc un switch dans le mindset de l'entrepreneur. Ce n'est plus l'entreprise qui travaille pour moi, c'est plutôt moi qui travaille au service de l'entreprise. Et c'est un switch très important. Parce que quand on travaille au service de l'entreprise, alors on va être guidé par les meilleures décisions pour l'entreprise. Quand on est guidé par nous-mêmes, alors on va faire de nous justement le baromètre des décisions. Et on va décider que je vais aller dans tel pays parce que c'est le pays où je suis à l'aise. Je vais aller dans tel pays parce que c'est là-bas que je connais des gens. Alors que si c'était l'entreprise qui était mise en avant, eh bien, la question serait différente en fait. Où est-ce que cette entreprise prospérerait le mieux? Avec quelle collaboration est-ce qu'elle pourrait mieux grandir? Quel type d'alliance lui permettrait d'être beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et ainsi de suite. Et donc, quand on est dans la logique plutôt de se dire qu'est-ce qui est plus intéressant, plus pertinent pour la croissance et le développement de mon business, eh bien, on prend des décisions que quelqu'un d'autre ne prendrait pas forcément parce qu'il est guidé par lui. Et le choix des pays et la croissance viennent aussi, à mon avis, à ce niveau-là. Parce que quand on a justement cette idéologie-là, eh bien, on comprend en fait qu'à partir d'une certaine taille, il faut grandir, il faut aller ailleurs, il faut prendre notre pays. Quand on a une logique différente, une logique personnelle, eh bien, on va mettre en avant nos clivages ethniques. On va se dire non, moi, je ne vais pas aller dans telle région parce que ouais, je ne les aime pas. Ou alors tel autre, oui, ne nous aime pas. Et on va rentrer dans des logiques absurdes du point de vue business. Ou alors tel autre est de telle religion. Bref, des considérations que le business n'est pas supposé avoir, quoi. D'accord. Merci Philippe. Je sais que tu vas nous quitter. Effectivement, nous aussi, on ne va pas tarder à terminer. Quelle serait par rapport à cette conférence-là aujourd'hui l'adresse pour d'éventuels porteurs de projets ou même d'éventuels investisseurs qui souhaiteraient venir et surtout qui est en lien avec le thème du Business Angel en Afrique? Ben, je leur dis venez. Je leur dis venez, croyez-y parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je suis toujours très marqué quand j'arrive en Afrique et je trouve là-bas des gens qui viennent d'Ukraine, des gens qui viennent de Pologne, des gens qui viennent d'Inde. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont franchi la barrière de la couleur de peau, la barrière de la couleur, de la culture et la barrière de la langue. C'est-à-dire que plusieurs de ces gars arrivent en Afrique et ils ne savent pas dire un mot de français. Et pourtant, ils sont venus là. Alors qu'en parallèle, on voit que beaucoup de nos frères et sœurs sont prêts à risquer leur vie en traversant la Méditerranée, en espérant aller trouver en Europe un Eldorado qui n'existe pas. Et mon point, il est vraiment de dire que c'est parce que toutes ces personnes ont vu quelque chose en Afrique que parfois les Africains ne voient pas. Et donc, aux frères et aux sœurs de la diaspora, je leur dis de retourner parce qu'en Afrique, il y a les meilleures opportunités dans le monde. Et je crois vraiment que l'Afrique a le potentiel pour être le continent qui va générer énormément de success stories et de milliardaires dans les prochaines années. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent. Il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent prendre le risque de mettre leur argent sur le continent, dans des entreprises, sur des entrepreneurs. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui comprennent qu'ils ont besoin aussi de travailler avec les gens de la diaspora et qu'ils soient prêts à partager le gâteau pour favoriser la venue de ces personnes. Et puis, bien évidemment, la dernière institution dans cette équation, ce sont nos États. On ne peut pas parler de tout ça sans parler des États. Et M. Zézé avait commencé à le faire. Et il faut que nos États jouent le jeu.
clairement, et que ce ne soit plus des politiques de façade parce qu'on veut avoir des calculs politiques derrière, mais qu'il y ait une réelle volonté d'autonomiser nos continents, parce que je le répète, les enjeux sont très grands. Il faut qu'on ait des entrepreneurs locaux qui ont la capacité de pouvoir créer de véritables politiques. Je le dis comme ça, mais aujourd'hui, le problème de beaucoup de nos économies, c'est que les multinationales, et M. Zézé l'a très clairement démontré avec des chiffres, pèsent beaucoup trop lourd sur nos économies, beaucoup trop lourd. Et il faut bien comprendre que c'est l'économique qui dirige le politique. C'est ceux qui financent qui font voter des lois. Et si les gens qui financent sont tous des personnes étrangères, ben forcément, ils vont appuyer, mettre la pression qu'il faut pour que les lois qui soient votées en leur faveur. Aussi simple que ça, et c'est comme ça que ça marche. Donc, si on veut inverser ce rapport, il faut que les personnes qui sont assises autour de la table, comme au Nigeria, soient des Nigérians. Parce qu'à partir du moment où ce sont des locaux qui sont assis autour de la table et qui votent les lois, parce que c'est eux qui financent aussi la politique, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des lois qui vont favoriser tel ou tel pays extérieur. Donc, les enjeux sont très grands et c'est pour moi là la solution. La solution passera par l'économique et par la naissance de champions qui ont commencé forcément petits un jour. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci beaucoup Philippe pour ce mot de fin. Merci pour je vais dire, l'orientation que tu as donnée. Et j'espère que le personnel de 2IE pourra le retranscrire pour les conclusions. En tout cas, merci d'avoir participé avec nous et puis à très bientôt. Donc, moi, je vais poser la prochaine question à Landry parce que j'ai aussi, avant que tu puisses répondre, Landry, j'ai une question, je pense, de quelqu'un qui a envoyé une réponse dans le chat, en fait, qui demandait, voilà, qui disait au niveau, pardon, laisse-moi retrouver la question. Voilà, on parle de promouvoir des champions nationaux est une question d'intelligence économique. Cela participe à accroître l'influence d'un pays. Donc, est-ce que Landry, par rapport à la question que j'avais posée précédemment, est-ce que tu pourrais aussi effectivement nous dire, on parle d'intelligence économique, est-ce que intelligence économique et financement, comment est-ce que cela peut rimer? Merci beaucoup. Mon analyse peut être biaisée parce que je suis un fervent défenseur de tout ce qui est capital d'investissement, c'est-à-dire, et par capital d'investissement, au-delà de l'argent, en fait, je suis un fervent défenseur du fait qu'il faut s'entourer des gens, il faut s'entourer de gens compétents. Voilà, il faut aller vers les gens compétents pour pouvoir se développer. Et du coup, cela fait le lien avec ce que je disais au début et ce que M. Zézé disait aussi. Pour développer des champions nationaux, vous avez parlé de coopération, collaboration entre entreprises de divers pays. Ça, c'est l'étape d'après. La première étape, c'est d'abord localement de développer les entreprises locales. En prendre des petites, en amener au niveau moyen et ainsi de suite. Et moi, je reste persuadé que pour créer ces champions nationaux-là, il faut qu'on sorte de cet état d'esprit d'être le seul actionnaire, le seul dirigeant, le patron. Et il faut être ouvert justement à se faire accompagner par des tiers. Et malheureusement, dans notre écosystème, on a encore cette difficulté-là qu'ont les entrepreneurs à s'ouvrir aux autres, à aller chercher les compétences où elles sont, à donner 1%, 2%, 3% de leur capital à des tiers, en retour de compétences, en retour de partage de réseau, en retour de partage d'expérience. Et à mon sens, c'est d'abord là, en fait, c'est d'abord là qu'il faut taper. Il faut que les entrepreneurs locaux acceptent de se faire accompagner, d'aller vers des gens qui ont des compétences pour grandir. Et c'est une fois qu'elles auront grandi qu'elles pourront ensuite attaquer les autres marchés, les marchés étrangers. Et là, si dans chaque pays, on a cette culture-là de s'allier avec des gens qui ont les compétences, ce sera plus facile pour une entreprise ivoirienne d'aller travailler avec une entreprise
sénégalaise pour faire un champion ouest-africain qui va ensuite aller attaquer, je ne sais pas, l'Europe de l'Est ou l'Asie, vous voyez. Mais si, dès le départ, on n'a pas cet état d'esprit de s'ouvrir à d'autres, je pense qu'on restera des petites sociétés, ou bien, comme on le voit souvent dans nos pays, il y a des mastodontes qui sont nés, qui commencent petits, qui grandissent, et dès que le fondateur meurt, malheureusement, en fait, la société, dans les prochains mois, les prochaines années, la société périclite et disparaît parce qu'il ne s'est pas entouré. Donc voilà un peu mon sujet. D'accord. Et quel serait ton mot de fin par rapport, justement, par rapport à ce thème, et qu'est-ce que tu peux, voilà, quels conseils tu peux porter peut-être vis-à-vis d'entrepreneurs ou d'éventuels investisseurs sur justement la politique de financement en Afrique? Il y a deux parties prenantes. Il y a les entrepreneurs et il y a les business angels. Aux entrepreneurs, j'ai envie de dire, et ça rejoint un peu ce que Genesis disait, oui, effectivement, il y a des vautours sur le marché qui veulent s'approcher de vous pour en savoir un peu plus, pour aller faire la même chose que vous ou entrer dans votre capital et vous évincer. Mais il faut aller au-delà de ça. En fait, sur le marché, il n'y a pas que des vautours. Et donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là, d'aller parler à des gens. Et ça rejoint toujours, en fait, le fil conducteur, c'est s'entourer des gens qui savent. Voilà, il faut aller vers les gens qui savent. Autant du côté de l'entrepreneur, dépassez cette appréhension-là et faites-vous accompagner par des gens qui pourront vous conseiller. Si vous avez des doutes sur un investisseur, allez vers un tiers qui pourrait vous rassurer ou vous dire « Ah, effectivement, cet investisseur-là n'est pas fiable. » Mais dépassez cet a priori. Et de l'autre côté, le côté des business angels, j'ai envie de dire essayez de vous appuyer sur des plateformes, sur des structures qui existent déjà, qui sont localement implantées et qui ont déjà ce background-là, à la fois en termes de compétences et d'expérience et de connaissances de l'écosystème local. Pour vous accompagner dans vos investissements, ne pas juste y aller tout seul. Parce que l'investissement, c'est juste hyper risqué. Donc, quand on y va, il faut être prêt à perdre son investissement. Et pour limiter son risque, il faut rejoindre la ligne directrice que je disais, c'est s'entourer de gens qui savent. Donc, essayer de collaborer avec des structures existantes comme Investir au pays, comme Force Investment, comme des incubateurs et autres. Merci. Merci beaucoup, Landry, pour ce mot de fin. Je vais m'adresser maintenant à M. Zézé, voilà, qui a bien voulu nous donner de son temps. Donc, M. Zézé, quel serait, par rapport à tout ce qu'on a dit, le mot de fin sur cette thématique-là de l'investissement du business angel? Alors, déjà, je voulais rassurer tous les chefs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise et propriétaires de PME, qu'en réalité, l'investissement est, à mon sens, le salut de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique va pouvoir se développer et compter dans ce monde par sa capacité à développer son secteur privé. Et en développant son secteur privé, l'Afrique va renforcer sa résilience vis-à-vis des chocs extérieurs et se mettra de plus en plus dans une position d'autosuffisance vis-à-vis du monde extérieur. Nous sommes dans un monde globalisé, mais ceci dit, les pays développés ont une capacité de résilience qui est tellement forte que quand il y a une crise comme celle qui se produit maintenant, la pandémie de coronavirus, ont la capacité de se recoqueviller sur eux-mêmes et continuer à opérer sans qu'il y ait justement nécessairement de rupture. Ce qui n'est pas le cas pour les pays africains. Je crois que cette crise-là devrait sonner, tirer la sonnette d'alarme et montrer aux pays africains qu'il est important et il est fondamental aujourd'hui de changer le paradigme de leur approche du développement. Donc le secteur privé est cette solution-là pour l'Afrique. Et pour les PME, leur développement dans cette logique d'entrepreneuriat et de renforcement du secteur privé peut passer par les business angels, qui eux ont vocation à avoir, si vous voulez, une approche
d'investisseurs qui est beaucoup plus flexible que les investisseurs, si vous voulez, les investisseurs habituels, qui sont les banques, qui sont des fonds d'investissement étrangers pour la plupart, parce que leur approche est beaucoup plus flexible. C'est la raison pour laquelle on les appelle les business angels. Mais ceci dit, ils demeurent des investisseurs. Donc, il faudrait que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise comprennent que ce n'est pas parce qu'on les appelle des business angels qu'ils ne vont pas faire de due diligence, qu'ils ne vont pas se rassurer que leur investissement n'est pas à risque. Ce sont des investisseurs comme tout le monde, sauf qu'ils ont une approche un peu plus flexible. Et c'est en ça que ça devient très important pour les PME, parce que non seulement ils ont une approche flexible, mais ils comprennent aussi qu'ils prennent le même risque que le promoteur de l'entreprise. Ils ne mettent pas à disposition de la dette, ils mettent à disposition de l'equity. Donc évidemment, ils prennent exactement le même risque de perte éventuelle que l'entrepreneur. Donc, vont s'impliquer sérieusement dans le business à travers ouvrir leur network ou conseiller et participer au développement de l'entreprise. Donc évidemment, ça vient renforcer les capacités de l'entreprise. Ça, c'est très important. Donc le rôle des business angels dans le développement des entreprises africaines est très adéquate à cause de cette approche qui n'est pas essentiellement basée sur retour sur investissement en termes de bénéfices, mais plutôt dans une logique d'accompagnement, dans une logique de consolidation et aussi dans une logique de développement. Et on parle de angel parce qu'il y a un certain humanisme forcément dans cette approche d'investissement. Et aussi, je voulais dire qu'aujourd'hui, les pays africains devraient comprendre qu'il faut qu'ils rentrent dans une autre logique. Et cette logique-là, ce serait repenser leur modèle économique. Et c'est de ce nouveau modèle économique que va découler justement l'organisation du secteur privé, l'organisation de l'entrepreneuriat et la consolidation justement de cet entrepreneuriat-là. Donc il y a une vraie réflexion à mener au niveau des pays pour réfléchir à quel type de modèle économique qui correspondait aujourd'hui à leur pays ou à l'Afrique en général ou à des régions de l'Afrique, de sorte à devenir de plus en plus résilients vis-à-vis de gros chocs comme ceux-là qui ont bien montré la limite des pays africains. Si cette réflexion-là n'est pas faite, l'Afrique aura du mal à sortir de l'état dans lequel les pays africains se trouvent pour pouvoir faire le bond en avant qui est attendu d'eux. On vous parle de l'Afrique, le continent le plus gros potentiel, mais il ne suffit pas d'avoir un potentiel. Il faut transformer ce potentiel en réelle opportunité pour les Africains. Donc les pays africains, dans la réflexion de leur nouveau modèle économique, doivent mettre l'accent sur le domestique, c'est-à-dire renforcer les capacités des locaux, avantager les locaux de sorte à ce que le marché domestique soit suffisamment fort pour pouvoir être résilient, suffisamment fort pour pouvoir justement transformer les matières premières qu'on a sur place de sorte à être de plus en plus autosuffisants dans tous nos besoins. Et ça passera par un marché domestique fort avec des entrepreneurs locaux forts. Donc, il s'agit de mettre en place cette réflexion et cet environnement-là qui permettrait justement aux entrepreneurs, aux PME, aux startups africaines de se consolider, d'être de plus en plus performantes et d'être de plus en plus capables de tirer l'Afrique vers le haut. Et je voudrais remercier par ailleurs les organisateurs de cette conférence de m'avoir choisi comme parrain et de m'avoir permis de donner l'honneur de participer à ces discussions parce que je pense que l'Afrique ne pourra justement mettre en place des plans qui soient adéquats à son développement qu'à travers des discussions, des échanges constructifs entre Africains pour des solutions africaines qui soient adaptées à nos économies, à nos environnements et à notre culture. Merci. Merci beaucoup, M. Bézé. Je pense que Sarah, qui est l'organisatrice en tout cas de ce webinaire, aura l'occasion de revenir vers vous pour
déjà vous remercier en tout cas pour ce parrainage. Donc, avant effectivement de passer la main à Sarah, je vais m'adresser maintenant à Genesis, qui est justement un entrepreneur aujourd'hui qui a les pieds sur terre, qui développe effectivement cet état d'esprit-là qu'on a exprimé pendant tout ce webinaire. Donc, Genesis, est-ce que je peux avoir ton mot de fin et surtout ton adresse à l'attention d'entrepreneurs qui nous suivent et qui nous regardent à travers ce webinaire-là? Oui, merci. Pour moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, pour les investisseurs, je pense qu'il faut venir en Afrique. Comme on a dit depuis tout à l'heure, les opportunités sont là. Il faut faire confiance aux talents que nous avons. Je suis vraiment un très grand défenseur de ça. Il faut qu'on se fasse confiance nous-mêmes. Il faut qu'on soit fier en fait de ce qu'on est capable de faire. Je pense aujourd'hui que oui, les investisseurs doivent nous faire confiance et aussi ils doivent être patients avec nous parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas encore très stable, en tout cas pour beaucoup de pays africains. Et il faut aussi que les investisseurs qui acceptent d'aller ou en tout cas de faire ce chemin-là avec nous soient également patients. Ça, c'est vraiment ce que je dirais aux investisseurs. Venez, mais il faut être patient. Et maintenant, pour nous les entrepreneurs, je pense qu'il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes, notre capacité à développer des entreprises, notre capacité à créer de la richesse. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Ce n'est pas une richesse pour qu'on devienne tous individuellement des multimilliardaires demain. Si c'est le cas, oui, mais il faut aussi qu'on soit des entrepreneurs qui ont l'ambition de changer les choses, qui ont l'ambition de créer de la richesse pour le pays. On parle beaucoup des secteurs informels aujourd'hui. Il faudrait que quand ce sont les entrepreneurs, désolé, j'ai un bruit là autour de moi, il faut aussi que les entrepreneurs créent des emplois. Désolé. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, il y a un bruit. Oui, vas-y avec ton mot de fin. Hein? Vas-y avec ton mot de fin rapidement. Ok. En tout cas, avec mon mot de fin, j'aimerais vous remercier pour ce panel et aussi juste aux investisseurs. Si vous avez des idées, si vous pensez en fait que vous pouvez le faire, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut le faire et c'est en le faisant en fait qu'on apprend. Voilà. Merci beaucoup Genesis, merci beaucoup M. Zézé, merci beaucoup à Henri, merci à Philippe qui a une contrainte qui est partie. Donc moi j'ai été en tout cas très honoré de pouvoir modérer cette table ronde que j'ai trouvée très intéressante avec les différents points de vue, avec toutes les recommandations qui ont été données. Donc sur ce, je repasse la main à Sarah Ouedraogo de 2IE pour le mot de fin. Merci beaucoup, Herman. Merci infiniment à tous. Merci aux parrains, donc M. Zézé, merci Genesis, merci Philippe, merci Landry et merci Herman. Franchement, ça a été vraiment très instructif, cet échange-là. Et je pense que ça aura eu vraiment un impact sur nos entrepreneurs et même toujours tout l'écosystème entrepreneurial également. Parce que nous sommes dans une dynamique justement de voir comment accompagner justement les pouvoirs publics pour changer de paradigme, mais également il y a ce travail à faire également en nous-mêmes pour qu'on puisse vraiment aller dans le sens de vraiment d'avoir des investissements structurants par rapport à nos startups et nos entreprises. Donc, je vous dis encore vraiment un grand merci. Nous avons une contrainte de temps parce qu'il y a la finale de notre parcours entrepreneur on doit remettre les résultats donc, aux entrepreneurs qui étaient en compétition. Donc, mais je vous dis à tout à l'heure parce que nous avons dans la cérémonie de clôture, ce sera l'occasion vraiment de faire un peu le point et vraiment de permettre donc à notre directeur général également de remercier notre parrain. Voilà, parce que ma modeste personne, c'est bien, mais je pense que le directeur général, c'est encore mieux. Voilà, vraiment un grand merci à tous et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure.